Salut à tous, dernière vidéo probablement sur NBA 2K22. Bah ouais, on est déjà arrivé très proche de la sortie du prochain jeu. Proposer ici une fin de saison carrément, avec avancée aussi sur la saison régulière. J'ai mis un petit sommaire. On s'occupera d'abord de l'Ouest pendant les 10 premières minutes. Ensuite, ce sera des minutes consacrées à l'Est. Et après, ce sera parti pour les playoffs. Allez, on perd pas de temps. Les Spurs étaient donc l'équipe avec laquelle je jouais. J'ai fait ce choix, très personnel, de retenir Dejounte Murray et d'essayer plutôt d'attirer même Mohamed Bamba. C'est-à-dire que j'ai dit non au tanking. Le début de saison n'était pas mauvais. Et on voyait tout de suite que rien que l'apport de Bamba sur NBA 2K fait énormément de bien. Et puis, vous voyez ma rotation, voilà, avec quand même Bates Diop, Trey Jones, le petit Griffin, c'est un rookie qu'on a pris là, à l'été précédent. Des minutes pour Walker, des minutes pour Josh Primo, et un 5 sinon majeur relativement incontestable avec Richardson notamment qui débute, mais après ça peut évoluer pendant la saison. Ça a évolué pendant la saison. Il y a eu des petites modifications. Donc, en ce début de saison, le bilan est plutôt flatteur, avec un petit peu plus de presque 70% de victoires. Voilà, après, c'est très fluctuant. J'ai massivement stimulé. Il est à noter que dans cette partie, Atlanta est très bon. Les Lakers, contrairement à la défaite que vous voyez apparaître à l'instant, les Lakers sont un petit peu en perdition sur cette saison. Ils ne sont pas les seuls. En fait, l'Ouest va être un terrain de surprise, à l'image de ce qu'on voit déjà là. Pelicans en tête, Thunder qui les suivent. Et puis derrière, après, c'est hyper serré, il n'y a pas de conclusion à tirer. Voilà. Un mois plus tard, que peut-on dire ? Qu'on a alterné le bon et le moins bon, et que notre bilan, il est au-dessus des 50%, mais sans que ce soit non plus exceptionnel, quoi. Hein. Vous avez des équipes, Pelicans qui ont continué à super bien gagner, OKC qui a chuté, Nuggets, Warriors, Wolves, Kings qui ont fait un push plutôt vers le haut de la conférence Ouest. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé durant le mois de janvier maintenant. Donc, j'ai fait ce choix pour cette vidéo d'avancer les choses relativement vite et de pas égrener les matchs comme je vous propose d'habitude. Comme on le constate ici assez facilement, le bilan au bout de presque 50 matchs est toujours au-dessus de 50%. Ce sont les mêmes équipes qui se stabilisent en haut de l'Ouest, avec des disparitions assez notoires, comme celle des Suns, comme celle des Lakers, je l'ai évoqué précédemment, comme celle des Clippers, qui pourtant ont un trio Kawhi, Paul George et John Wall quand même. Enfin, il y a aussi des très bons role-players autour. Bon, ça se passe mal pour des équipes qui regorgent de stars. Et regardez, on a le mois suivant, à l'approche des 65 matchs à peu près, on a encore une situation assez stable, sauf que le Thunder, à ce moment-là, a fait un bon push. Et il y en a un qui progresse dans cette équipe. C'est le rookie, précisément, Adrian Griffin, qu'on est allé chercher comme ça à l'été, qui a encore un très très joli potentiel, et qui est en train d'ailleurs de le développer un peu, puisqu'il a déjà un petit peu monté en termes d'overall. Il n'a pas énormément de minutes qui lui sont dévolues, mais ce qu'il fait, à part le shoot à 3 points, et le lancer franc, en fait, il a des petits problèmes de shoot encore, mais c'est déjà un joueur très athlétique et très précieux, par exemple défensivement, et donc il vient bien apporter comme ça une douzaine de minutes ou une quinzaine, sans que ça ne soit vraiment préjudiciable, au contraire, pour cette équipe. Donc
À partir de là, on continue. Hein, on a encore voilà, tiré quelques matchs avant d'arriver à la toute fin. Vous voyez, on va se retrouver à 43 victoires et 38 défaites et en position déjà de qualifié avant même le dernier match. Oui, mais regardez bien, le classement est très très serré. Il y a peut-être un avantage du terrain à aller chercher sur ce dernier match. Et du coup, je me suis un petit peu intéressé à ce match. Je l'ai joué. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, en face, on a de bons Kings qui font une jolie saison, un petit peu dans le sillage de Sabonis et de Devon Mitchell, mais aussi de leurs rookies. Voilà, ils ont pris Patrick Baldwin et ce dernier s'avère être plutôt une bonne pioche quand même sur cette classe de rookies, on va dire. Voilà, c'est une période de l'année où Josh Primo a été titularisé. J'ai malheureusement eu une blessure, celle de Josh Richardson, et on aurait pu le faire jouer, parce que vous savez, c'est ce nez cassé qu'on a parfois pendant des séquences qui peuvent varier de 2 à 6 semaines. En l'occurrence, là, c'était de 4 à 6 semaines. Et on se retrouve sans Richardson, mais il y en a un qui est bien là, c'est Mo Bamba. Mo Bamba, il bâche dans tous les sens. C'est assez jouissif, quand même le reconnaître. Ce joueur est super agréable à contrôler. Regardez, ça envoie des contres un petit peu dans tous les sens. Et c'est drôlement agréable, manette en main. On a aussi un homme qui a fait une belle saison. Ce n'est pas Lonnie Walker, même si ici il rentre un très joli panier sur du jeu très rapide. C'est Trey Jones. Donc je vous avais montré, encore un contre de Mo Bamba. Trey Jones fait une belle saison. Josh Primo fait aussi une vraiment jolie saison. Le petit Griffin, j'en ai parlé juste avant. Ce qui veut dire qu'en fait, on se retrouve avec... Voilà, après, il y a un petit jeu de passes et souvent le placement qui est très intéressant. Cette équipe est remplie d'intelligence individuelle et collective. Et pour ce qui est du match, on se retrouve dans une fin de match assez serrée. Donc on va quand même juste s'y pencher. Après avoir signalé, donc, comme je vous disais juste avant, que les jeunes ont fait une très très belle saison pour dire qu'ils sont assez inexpérimentés. On a un homme en revanche qui n'est pas un rookie, qui n'est plus du tout un rookie. C'est Devin Vassell qui fait lui une très belle saison, puisque le top 3 des scoreurs sur l'année pour ces Spurs là, c'est donc dans l'ordre Johnson, hein, attention, il est bon, il est très très fort, et franchement ce n'est pas une blague, ce joueur. Keldon Johnson, drafté il y a quelques années, et Devin Vassell ainsi que DeJounte Murray. Donc ce petit trio comme ça fait de très très belles choses. Derrière, on a des postes 2 à l'image de Lonnie Walker, Josh Primo, Richardson quand il est présent, qui font vraiment le boulot. Et puis à l'intérieur, Bamba qui vient prendre le maximum de minutes, qui dissuade tant qu'il peut, vient vraiment enrichir la raquette, au sein de laquelle tout de même quelqu'un comme Poltel, allez regardez Bamba, il a même le shoot à mi-distance. Pour lui, c'est vraiment du plaisir. Voilà, Mo Bamba et les Spurs, c'est une vraie petite histoire d'amour. Même si on a déconné vraiment, hein, au niveau des 3 points sur ce match-là, mais il y a quand même du super bon Mo Bamba de nombreuses fois. Et lui, avec les joueurs que je venais de nommer, c'est vraiment du gâteau. Donc ça se passe très très bien. En plus, le bilan au-dessus des 50, mais pas trop. Je trouve que c'est correct. La saison aura été bonne. En termes de rebond, Bamba ne terminera pas non plus avec une moyenne sensationnelle, mais il fait le boulot.
Bon, ici, c'est de l'extrapolé. On sait que les statistiques en extrapolé, ouais, après, on peut aussi avoir des moments un peu down au niveau de l'adresse avec certains joueurs, mais globalement, je vous dis, c'était plutôt pas mal. Et donc, voici comment l'Ouest s'est achevé avec un tableau des playoffs que je vous montrerai dans une vingtaine de minutes, dès lors que l'Est aura été dévoilé. Voilà. Alors donc, autant à l'Ouest, c'était les Spurs qui m'animaient, et là, ce sont évidemment Raptors et Cavaliers qui font la une du côté de l'Est. Voilà, donc il y avait vraiment beaucoup de belles choses à faire avec ces Cavs mouture Garland, Mobley, Allen, on va dire, avec Caris LeVert qui est quand même pas non plus n'importe qui. Et la saison avait fort bien commencé, je vous avais montré ça dernièrement dans une vidéo la semaine dernière. Et bon, par contre, on va connaître comme ça notre première défaite, justement contre une équipe qui marche mal, mais qui a bien quand même surgi sur ce coup-là, c'était les Suns. Et puis après, voilà, on va aussi essayer d'avancer relativement vite, avec comme ça des blocs de match dont je vais vous montrer l'issue. Moi, par contre, j'ai joué en simcast chacun de tous ces matchs-là. Hein, donc voilà, 82 x 3 égale 246, n'est-ce pas 246 simcast pour ces trois équipes. Et regardez, voilà, patatras. Le moment le plus triste de l'épisode, c'est maintenant, avec Evan Mobley qui s'est fait les croisés et donc qui disparaît de la rotation pour toute l'année. Donc bon, après, pour trouver des joueurs, on en a toujours, il n'y a pas de souci. En l'occurrence, Lauri Markkanen se retrouve avec quelques jolies responsabilités. On donne un peu plus à Cedi Osman, et on peut même faire appel pour un petit complément au petit Dylan Windler, ce shooter. Mais voilà, donc la petite tristesse du moment, c'est Evan Mobley. Alors ça vient un petit peu contrecarrer tous les projets que je pouvais avoir par rapport à ces Cavs, parce que il y avait vraiment, je dirais, de quoi se dire que c'était la bonne année pour les Cavs dans cette partie, et l'absence de Mobley, elle vient quand même un petit peu chambouler tout ça. Pourtant, tellement grosse saison, avec ce 5 qui était vraiment intéressant. Et puis du coup, on se retrouvait à ce moment-là avec Sexton, avec Markkanen, donc avant qu'il intègre le 5, avec également Ricky Rubio, et on se retrouvait aussi avec Osman, et puis Kevin Love, voilà, qui faisaient tous une très bonne saison. Et ce qui va être intéressant, c'est que malgré cette blessure de Evan Mobley, eh ben ça va finalement pas si mal se passer que ça cette saison. Allez, on se retrouve, on caracole en tête de l'Est avec les Cavs, alors que ça n'était pas forcément une chose à laquelle on s'attendait. On se retrouve très loin devant les Hawks. Vous allez me dire, oui, c'est dans la foulée des premiers matchs. Peut-être. Markkanen n'est pas inintéressant. Il est, il fait une saison moyenne, mais après, il a aussi des gens autour qui peuvent mettre pas mal de points. On se retrouve aussi avec... Par contre, là, moi, je trouve que le rôle de Sexton n'est pas inintéressant. J'aime bien ce qu'il amène en sortie de banc. Il y a vraiment de belles contributions. C'est un effectif qui est relativement fort. Et puis voilà, Osman aussi pourrait être mentionné. Il fait aussi une saison à une dizaine de points de moyenne. Il y a pas mal de joueurs qui contribuent comme ça. Et c'est très intéressant. On peut même se prendre à rêver en vérité et se dire, en fait, ces Cavs peuvent peut-être aller très loin, même sans Mobley. Donc ça reste encore à voir. Ce qui est certain, c'est que les places fortes dans la partie ne sont les places fortes de l'Est, mais même de l'Ouest, ne sont pas très loin de ce qu'on peut connaître ou ce qu'on pourra connaître en 2023 dans la NBA. C'est-à-dire que de manière théorique,
on pourra les citer juste après, juste un mot là, pour féliciter l'excellente saison de Caris LeVert à 21 points, des adresses plus que correctes, etc. On va déjà devancer la possibilité de lui prolonger son contrat. Je vais même le rajouter 4 ans après tout. Le joueur est très très intéressant. Donc on profite comme ça de cette deadline qui approche pour les prolongations de contrat, pour aller comme ça rajouter 4 années pour 72 millions à Caris LeVert. Et puis, d'ailleurs, en voyant les belles performances de Kevin Love sur cette saison encore, puisque c'est la deuxième saison, déjà la saison d'avant était très très bonne, et puis cette saison on est pas mal du tout. Alors évidemment on le fait jouer relativement peu par rapport à son overall, mais c'est aussi en raison de son âge et puis du fait que le poste est relativement pourvu. Moi je le fais jouer 5, Kevin Love, et parce qu'il n'a pas pour moi la mobilité d'un 4, et du coup j'ai du mal un petit peu à mettre, je ne sais pas, par exemple, imaginons Allen et Love sur le terrain, je ne suis pas absolument certain que Love ne devrait même pas être en 5 dans un cas pareil, quoi. Mais bon, peu importe, c'est intéressant. Il arrive au bout, là, en fait, au mois de juillet 2023, Kevin Love arrive au bout de son long contrat, qui a d'ailleurs été signé après le titre avec LeBron, et où on se disait, il y a 2 ans par exemple, on disait mais quel contrat boulet, quel contrat toxique. En vérité, plus personne ne traite ce contrat de toxique. Et puis tant qu'à faire, puisque quelqu'un d'autre, Cedi Osman, le Turc, souhaite prolonger, eh bien prolongeons. Et puis ce sont des cas dans lesquels j'aime bien essayer de payer peut-être un petit peu plus les joueurs. Je vois pas pourquoi ce joueur qui a un vrai rôle dans la rotation ne mériterait pas un contrat décent et non pas commencer à gratter sur son contrat, ça me plaît pas trop. À l'été, Darius Garland devra être prolongé, mais il serait là ensuite restricted free agent, donc on peut s'aligner sur toutes les offres. On n'est absolument pas en inquiétude de perdre Darius Garland. Donc il n'y a pas de souci, voilà, on continue un petit peu après. Et peut-être un bilan qui commencerait à être un peu moins bon à ce moment-là, mais bon, on va pas s'en alerter non plus outre mesure. J'ai un petit peu la déception de ne pas voir Garland pour le All-Star Game. Par contre, Allen est présent pour sa première participation. Bon, c'est peut-être pas forcément celui qu'on attendait. Après, les noms ne nous surprennent pas beaucoup parmi les joueurs présents, les superstars de la ligue. Mais voilà, petite déception pour Darius Garland, meilleur joueur de la meilleure équipe, ce qui paraît quand même un petit peu dommage. Peu importe. On sait que le vote comme ça pour le All-Star Game n'est pas excessivement bien simulé en mode My League. Ce n'est pas une nouveauté pour nous autres joueurs du My League. Puis voilà, notre saison avance. On a déjà atteint les 70 matchs. Et on va essayer de se concentrer, après avoir regardé la situation, sur ce duel qui se profile un petit peu à l'horizon entre les Cavs et les Hawks. Puisque bientôt il y a un match entre ces deux équipes. Là, vous voyez, une semaine plus tard, le 31 mars. Et on se retrouve en fait avec un match crucial. Crucial vraiment que ce Cavs-Hawks. Et du coup, j'ai eu envie de le jouer parce que je trouvais qu'il était assez intéressant d'essayer d'aller chercher comme ça cette première place à l'Est avec les Cavs. Et donc, petite opposition face à cette équipe d'Atlanta qui marche super bien. On a entrevu le 5 majeur, alors, l'occasion d'en redire un mot, mais Collins est bien présent, Trae Young également. En revanche, je peux dire que à ce moment-là de la partie, DeAndre Hunter était blessé malheureusement,
Et puis après, on a comme ça l'intronisation dans le 5 de Max Christie, il me semble, qu'il l'avait drafté l'été précédent. Donc une équipe pas exactement la meilleure possible du côté des Hawks, mais quand même une équipe très solide qui caracole en tête derrière nous de l'Est, donc qui fait une super saison. Allez, on a comme ça des séquences défensives intéressantes. On essaie de faire les petits malins offensivement. Il y a ici, par exemple, Capella. Ah non, c'est pas Capella, pardon. C'est Okongwu qui sort sur Love, qui évidemment mettra ses 3 lancers. Il y avait des fois des petites fautes à 3 points. Je trouve ça très très intéressant parce que on le voit maintenant en NBA alors que c'était quelque chose qu'on voyait quasiment pas encore à une époque. Love, super présent, super précieux. Il score, il a comme ça, vous voyez, des possibilités même de sortir. Ici, c'est Okongwu qui va se faire complètement prendre dans 2 écrans et ses coéquipiers aussi associés aux écrans. Pour Love à 3 points, ça se passe vraiment pas mal, même si en face, bon, attention, on a du répondant, mais ça se passe bien, ça se passe vraiment bien. Allez, le match rentre dans une séquence comme ça qui est proche de la mi-temps, avec le fameux Christie qui se fait plaisir, et de notre côté peut-être quelques mauvaises décisions, quelques atermoiements, et finalement ces Hawks reviennent. Ils vont revenir ici. Attention, faut pas aller à 2 sur le même type. C'est pas possible ça. Vous voyez, voilà, il y a des petits problèmes sur les switches défensifs, à l'image de cette séquence qui était assez calamiteuse défensivement, où on a terminé avec un 3 points de Collins. Et après, heureusement, voilà, on a toujours la possibilité d'avoir quelques shooters qui viennent à nous permettre d'exister au moment où, comme ça, ces Hawks nous ont vraiment bousculé là, hein, sur ce 3e quart-temps. C'était très très difficile. Allez, ici il y aura une belle action de Lauri Markkanen qui va, en dépit de 2 défenseurs, réussir à scorer. Et puis quand Trae Young crée ses propres shoots et se retrouve ensuite, voilà, ici c'est Levert qui met 3 points, mais quand Trae Young crée ses shoots et se retrouve à prendre à 3 points, honnêtement je serre les fesses parce que il peut à tout moment nous déclencher des tirs géniaux. Ici Garland s'est amusé par contre, oui, défensivement c'est une cible, Trae Young, hein. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer. Et puis nous aussi on va faire le coup de la faute sur un shoot à 3 points. Elle est vraiment naïve cette faute sur Collins, et elle est signée Jarrett Allen. Elle est surtout signée ma pomme, hein. Il faut pas se mentir, c'est moi qui ai mal joué le coup. Collins, il faut pas qu'il mette les 3 lancés dans la Jamie 2, et on se retrouve après avec 26 secondes. Il le met pas. Yes, on a une balle pour essayer de passer devant. Donc toujours intéressant. On ne panique pas là encore. Garland nous avait déjà prouvé par le passé qu'il était excessivement clutch. Et donc ici, ah là là, on a été pris. Le défenseur n'a pas mordu à l'hameçon. Il reste moins de 10 secondes. On a un ballon. Je crois qu'il faut prendre un temps mort. Voilà. Prendre un temps mort pour essayer de tenter quelque chose, puisqu'on a la chance d'avoir encore une possession. Je vais essayer d'échapper au défenseur. Allez, ici, avec Garland, mi-distance. Eh ben non. On l'a vu sur la manière même dont le shoot avait été qualifié par le jeu. C'est-à-dire, il n'était pas possible de le rentrer, celui-là, puisque c'est un shoot rouge. Et quand même, sans vouloir m'avancer trop, je peux quand même dire que les shoots rouges ne rentrent pas, hein. Bref, voilà, Trae Young au début de la prolongation. Désormais, il va falloir se sortir un petit peu les doigts. Surtout que Capella dissuade. Et là, il a même scotché Allen avant même que ce dernier ne puisse tenter le dunk. Allez, Levert pour un shoot ouvert. Ah, dommage, il était... Celui-là, on pouvait le qualifier d'ouvert. C'était extrêmement intéressant. Attention, plus 2 Atlanta
et dire bientôt, oh là 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 là, c'est un miracle. C'est un miracle qu'on ait échappé aux 4 points d'avance pour Atlanta derrière. Voilà, joli backdoor pour Garland, près du cercle. On égalise, allez. Il reste 1 minute. Là, c'est fin de match qui sont excessivement excitantes à jouer. Regardez, à l'instant, c'est Allen qui a rendu la monnaie de sa pièce à Clint Capella. Et on a un ballon méga important. Voilà, différence de taille exploitée. Le poseur d'écran qui roule vers le cercle. Et c'était magnifiquement joué pour Jarrett Allen. Voilà, Markkanen est content. On tombera ensuite dans le fall game, puisque Atlanta va essentiellement rater ses actions. Et nous, par contre, on va réussir nos lancers francs. Donc une victoire après prolongation qui s'est dessinée sur la toute fin. Hein. C'était excessivement serré. On était même mal embarqué, en vérité, dans la prolongation. Adresse extérieure, on va dire moyennasse. Et quand même 4 joueurs à plus de 20 points. Et Love qui les approche. En face, en revanche, Trae Young et John Collins ont été un petit peu seuls. Voilà, ça permet de presque assurer cette première place. Je dis presque parce qu'il reste quand même suffisamment de matchs pour que ce soit pas arithmétiquement acquis. Hein, on est d'accord, 55 et 21. J'aimerais beaucoup arriver à ne pas perdre plus de 22 matchs, parce que je trouve ça toujours assez joli d'atteindre les 60 victoires. Donc, mince. A perdu contre les Twin Towers là, des Wolves. Hélas, allez, il faut gagner encore. Je sais pas combien de matchs sont nécessaires, mais de mémoire, on a encore 1 ou 2 matchs d'avance ici par rapport à Atlanta à ce stade-là. Donc les dernières victoires là sont excessivement importantes en vue de la conquête de la première place de l'Est. Voilà, ça marche. Pacers, les pauvres en reconstruction, c'était pas très très difficile. En revanche, choc contre les Celtics à la toute fin pour le dernier match de régulière. Non, voilà, la première place est assurée désormais. Les Hawks ont fini quand même par lâcher le rythme des Cavs. Et voilà, la saison qui s'achève. Ouf, on a obtenu les 60 victoires. Probablement Bickerstaff va se retrouver de ce fait coach de l'année. Il y a des chances en tout cas. Donc la saison est vraiment très bonne. Et on n'aura finalement pas été si impacté que cela par cette terrible blessure d'Evan Mobley. Hein, voilà, on peut s'apercevoir que le Heat va être 3, Raptors 4. C'est mon autre équipe à l'Est. Nets, Celtics, Bucks, Sixers. C'est rigolo parce que 4 équipes que l'on pourrait presque théoriser comme étant favorites se retrouvent entre les places 5 et 8. Et Cavs, Hawks, Heat, Raptors se retrouvent 1 à 4. On a presque une inversion ici entre les places théoriques de début de saison et ce qu'on peut constater là. De belles minutes, hein, je vous l'ai déjà dit, pour mon, allez, on va dire 6 majeurs et des statistiques pour le moins intéressantes en fin de saison. Regardez, Van Vliet va être quand même au-dessus de 23 points avec presque 7 passes. On aura une belle saison d'Anunoby, on aura eu un Siakam qui quand même s'acclimate à ce poste 5 le plus souvent. Un Scotty Barnes peut-être en deçà des espoirs qu'on a en lui. Hein. Et par contre, un Akiwa en sortie de banc qui fait le boulot avec Otto Porter. Donc une vraie équipe, là encore pénible à jouer et qui a ses chances en play-off que ces Raptors. Le MVP, c'est Nikola Jokic. Le Rookie of the Year, là on est certain que ce sera jamais Chet Holmgren en 2023, parce qu'on a hélas appris la blessure du joueur et donc le fait qu'il ne jouera jamais en 2023 apparemment. Ah, Isaac DP of the Year, ça c'est le genre de truc qui me fait hyper plaisir dans une partie. Ensuite Mitchell Robinson en MIP, écoutez,
c'est plutôt cool. Bickerstaff, comme prévu, coach de l'année, on prend tous les jours. Et voilà, les All-NBA Team, c'est parti avec Harden, Trae Young, Antetokounmpo, Tatum, Jokic sur la première. On verra l'apparition donc de Holmgren avec son compère d'OKC, Shai Gilgeous-Alexander. Et en troisième équipe, c'est bien, on a quand même Dejounte Murray. Donc, solide performance pour le Dej. Et après, sur les défensives, là on a un petit peu l'habitude, on retrouve souvent les mêmes noms. Ce sont des spécialistes. Et on n'est absolument pas surpris, peut-être sauf la présence de LeBron qui, depuis quelques années quand même, ne fait plus l'effort d'être dans les meilleures défensives teams. Il a un autre rôle, dirons-nous. Voilà, après la All-Rookie Team, elle est magnifique. Jalen Duren notamment a fait une super saison. Banchero aussi a été correct. Et on se retrouve au play-in. Voilà, c'est parti. Donc là, on va aller au bout de ces playoffs, en fait. Comment commence ce play-in? Par des chocs dont on se demande un petit peu quelles issues ils peuvent avoir, notamment Bucks, Sixers ou Clippers, Suns. Donc, à noter que Memphis a un peu rétrogradé dans la hiérarchie, en se retrouvant comme ça en play-in. C'est pas vraiment eux. Cela dit, ils vont sauvegarder une place en play-off. Et OKC, par contre, va aussi faire le boulot. Phoenix est absent des playoffs en 2023. Alors ça avait une sacrée belle cote. Le jeu est capable aussi, malheureusement, d'avoir infligé plein de blessures de ci, de là. Bref. Et ce sont les Bucks et les Sixers qui sont sortis des play-in à l'Est. Et donc, on va se retrouver avec une équipe qu'on n'aurait pas forcément aimé croiser. Les Bucks de Giannis au premier tour face aux Cavs. Vous voyez, ce premier tour commence à être simulé. On va pas se gêner, on va avancer et on va essayer de jouer très très peu de matchs. Plutôt même privilégier quelques petites entrées en jeu pour essayer d'aller vite tout simplement, parce que je voulais vous proposer aujourd'hui cet épisode et même si cette vidéo de ce fait va durer relativement longtemps, je vous en demande pardon d'avance. Allez, ça se passe pas mal pour les Raptors et les Cavs. C'est serré entre San Antonio et Warriors. Allez, Cleveland en prend un deuxième, bravo. Donc ça va, le boulot a été fait et deux matchs ont été pris à la maison. Derrière, les Raptors sont en véritable conte de fées face aux Nets de pourtant Kevin Durant, Kyrie Irving. Thomas fait une bonne saison. Et après, à côté, c'est un petit peu le désert, surtout on peut se demander où est Ben Simmons. Ben Simmons, il est là, mais il est blessé, quoi. Bref, ok. Miami en passe de se qualifier. New Orleans qui commence à dominer sa série, de même que les Wolves ou bien même le Thunder. À voir, parce que ça aussi, ça peut quand même me revirer. À ce stade-là, Cleveland prend le match 3. Et derrière, forcément, on a envie d'aller sweeper. Il reste 1:30. On a envie d'aller sweeper les Nets chez eux et se qualifier avec les Raptors. Mais écoutez, c'est ce que je vais vous proposer ici. 1 minute pour convaincre. On va, demander d'exécuter des choses qui sont relativement simples. Et après, on verra bien de quelle manière ça se passe. Allez, Trent. Non, malheureusement, j'ai pas trouvé mon adresse ici. Derrière, ça avance relativement vite. Il faut pas faire n'importe quoi dans ce match parce que honnêtement, j'ai pas envie de relancer les Nets. Donc ici, au terme de 2 actions offensives avortées, on va essayer d'en créer une autre, qui sera complètement avortée aussi, décidément. C'est la sphinctérite en cette fin de match ici. Nouvelle contestation. Donc le jeu est vraiment difficile. Il faut arriver à se rassurer dans ces cas-là
pour chercher une petite situation favorable. Siakam qui peut enrouler son défenseur, voilà. Très très bien. C'était finalement une solution in extremis qui s'offrait à nous. Et derrière, là, Kevin Durant. Voilà. Si Durant ne met pas 3 points... Aïe aïe aïe, non, c'est pas possible. On s'est fait piquer le rebond. Mais comment est-ce possible? Il y a peut-être la victoire au bout, il faut faire attention. Thomas. Oh là 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 là. Pas passé loin quand même, ça fait in and out. Et voilà. C'était le 4e match victorieux pour ces Raptors qui se retrouvent donc à sweeper Brooklyn. Drôle de surprise que ce sweep auquel peu de monde s'attendait. Après quand même, je vous l'avais déjà dit que ces Raptors, ils me paraissaient très très solides. Et donc, je suis pas non plus hyper surpris que le jeu offensif des talents adverses ait pu être un petit peu mis à mal par cette équipe-là, qui a de vraies belles qualités donc défensives. Allez, c'est très serré entre les Spurs et les Warriors. On passe au match 4 des Cavs. Match 4, qui va donner lieu à un sweep. Voilà, parfait. Qualification des Cavs, nickel. On aura donc un choc terrible avec les Raptors en demi-finale de conf. Si je ne m'abuse, c'était la même chose l'année précédente. Les Spurs ont pris l'avantage à l'ouest. Incroyable, avantage crucial que cette victoire ici. Je suis rentré juste pour prendre un peu la température. Regardez, Murray, c'est un tout petit peu blessé, mais ça va, il peut jouer en fait. Et on va se retrouver à essayer de dérouler notre basket comme ça sur un moment qui n'est pas forcément très favorable. Voilà, les mismatchs sont créés, il n'y a pas d'aide, ou en tout cas l'aide qui semblait arriver s'avère beaucoup trop tardive. Et donc, victoire ici des Spurs qui avancent jusqu'au tour suivant. Ça, c'est dingo quand même. Si on m'avait dit que cette équipe allait taper les Warriors en playoff, déjà, il fallait pas prononcer trop le mot playoff, je l'aurais pas cru. Je l'aurais tout simplement pas cru parce que ça me semblait inenvisageable. Et maintenant, ces mêmes Spurs se retrouvent contre New Orleans qui a terminé premier de l'Ouest. Donc on va voir un petit peu, c'est une série qui promet un petit peu d'être intéressante. Et puis reste presque plus qu'elle désormais. Allez, ce sera le Wolves Thunder de l'autre côté, à l'ouest. C'est vraiment des playoffs pour les outsiders. Et de l'autre côté, Miami a pris le dessus sur Boston. Atlanta ayant ruiné les espoirs des Sixers qui, avec Harden et Embiid, s'arrêtent bien trop tôt. Et incroyable tremblement de terre, les Spurs qui prennent déjà le match 1 à l'extérieur. Donc là, je suis estomaqué. Les Raptors qui prennent aussi le match 1 à l'extérieur. Est-ce qu'il y aurait une hiérarchie qui est appelée à être totalement bouleversée? Ce n'est pas forcément inenvisageable. Et 2-0 Spurs, incroyable. 2-0 pour les Spurs. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait, Zion? Zion, il est comme Ingram et limite McCollum. Ils ont fait leur boulot. Sauf qu'en face, offensivement, je pense qu'ils se sont un petit peu régalés, mes Spurs, face à une défense qui est quand même pas non plus réputée pour être sensationnelle. Et il y a une mauvaise dynamique là en bas pour Miami. En revanche, Minnesota et San Antonio, ça va très bien. San Antonio qui gagne même un 3e match. Oui, j'ai dû encore lever les yeux pour être sûr de ça. Tellement ça paraît dingo de mener 3-0 face au numéro 1 de l'Ouest cette saison. Est-ce que c'est des affaires de compatibilité ou de non-compatibilité? Moi, c'est toujours ce que j'ai tendance à croire. Quand il y a comme ça une série qui part très rapidement à 3-0,
je me dis toujours, ouais, mais en même temps, comment tu pouvais le prévoir? Ça se joue à très peu de choses. Les mecs athlétiques sont toujours avantagés. Et puis les grosses défenses sur le mode My League de NBA 2K22, les grosses défenses ont tendance réellement à prendre le meilleur sur même les tout meilleurs attaquants, hormis pendant peut-être 2 ou 3 quarts du match. Mais sinon, on a grosso modo ici, allez, Keldon Johnson, énorme, qui nous met à l'abri limite là. C'est incroyable. Bon, c'est comme ça qu'on va tout naturellement se diriger vers, allez, ce qu'on croit à ce moment-là être une victoire. Ouh là là, on a de la chance que Brandon Ingram dévisse totalement. Sans cela, le suspense était de nouveau d'actualité dans cette Ouest. Et attention, parce que ça pourrait revenir. Il y a comme ça le fall game qui va nous prendre un petit peu de temps. Et voilà, terminé l'histoire, on range tout, balle à Murray, bien sûr, pour espérer que ça continue, tout simplement, parce qu'il se passe quelque chose d'absolument incroyable dans cette partie. Murray, McCollum et surtout Zion se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut se passer dans des cas pareils pour qu'on ait 4-0 pour les Spurs face aux Pels? Bon, voilà, réponse, contribution d'équipe, et en face, quelques joueurs qui passent un petit peu à travers. Bon, c'est comme ça. Voilà, pas grand-chose à ajouter. Allez, c'est parti. Qui sera l'adversaire des Spurs en finale de conf? Ça, on va le découvrir très rapidement. Ah là là. Voyez le petit crève-cœur là qui se passe en bas, en haut à droite du tableau. Ouais, Toronto est en train de sortir les Cavs à la régulière. Rien à redire. Et là, on paye cette fois. Oui, l'absence d'Evan Mobley. Et ça sent mauvais à ce moment-là, mais c'est pas terminé. On va toujours avoir de l'espoir dans ce jeu. Après, ça revient à 3-2. Comme quoi, il y avait raison d'espérer. Pendant ce temps, Minnesota a rejoint San Antonio en finale de conf à l'ouest. Il n'y a donc de suspense plus qu'à l'est, où Miami s'est déjà qualifié pour la finale de conférence également. Et nous, on s'aperçoit en simcastant que la victoire n'est qu'une question de secondes. On se retrouve avec des actions à essayer d'exécuter proprement. Voilà. Waouh. C'est terrible. C'est terrible de prendre une veste pareille. Surtout quand on est numéro 1 à l'Est et qu'on se retrouve complètement sorti du jeu. Et oui, je le redis, mais je pense quand même que la blessure de Mobley aura été un élément qui explique tout ça. Et il faut pas aller chercher non plus 36 000 autres responsabilités. Voilà. Donc terminé pour ces Raptors, pour ces Cavs, décidément. Je suis peut-être un peu fatigué. Terminé pour ces Cavs qui sortent des playoffs. Et on pourra vraiment dire que Van Vliet et Trent auront été les principaux bourreaux de ces Cavs qui, il est vrai, n'apportent peut-être pas toutes les garanties qu'on pourrait imaginer sur le côté défensif face au front court adverse. Voilà. La finale de conférence démarre très très bien pour des Raptors très très chauds qui mettent une véritable fessée au Miami Heat. De l'autre côté, on se retrouve avec un premier match qui est pris comme ça par les Wolves. Donc, est-ce que c'est logique? Je n'ose plus qualifier quoi que ce soit de logique dans cette année 2023, puisque on devrait normalement jamais avoir une finale de conf Minnesota-San Antonio. C'est juste quelque chose d'inenvisageable. Regardez, Toronto pendant ce temps-là prend
un petit écart supplémentaire par rapport au Heat. Et on peut s'apercevoir quand même que le 1-1 a été arraché vraiment au forceps dans la série San Antonio Wolves. Et qu'est-ce que va dire le troisième match de Toronto? Il va dire, fessé encore. Alors, il va me dire, bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux déjà dire un truc, c'est que Bam Adebayo semblait blessé. En tout cas, c'est ce qu'il en est ressorti de ce que je vais jouer dans un instant, à savoir un match 4 pour essayer de les sweeper, ces Cavs, pendant que San Antonio a pris l'avantage. C'est quand même une immense nouvelle. Et là aussi, on va rentrer, après un simcast, on va rentrer pour constater que Otto Porter et Precious Achiuwa sont bien obligés de jouer parce que Anunoby et Barnes ont tout simplement été exclus. Alors, après, il n'y a pas non plus à s'inquiéter, le mec va pas prendre 6 mois de suspension, bien au contraire. C'est juste que, pour ce match-là, c'est niet. Après, donner les raisons, moi j'en suis à proprement parler incapable. Allez, plus 4, Toronto. On va ouvrir, voilà, ici. Ça doit être normalement un jeu fluide. Ça doit chercher le tireur démarqué et ne pas jouer pour sa pomme et pour ses stats. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe là, quand même. Allez, Raptors en bonne situation. Voilà. Qu'est-ce que c'était bien distribué de la part d'Achiuwa, cette balle. Jimmy fait du Jimmy. Vous savez que moi, le Heat, c'est une de mes équipes vraiment archi favorites. Et pour l'instant, voilà, manière désespérée, on aura même Jimmy Butler qui finit par rater comme ça un des shoots qui était, on va dire, les plus désespérés. Le petit fall game. On garde la balle. C'est terminé. Les Raptors se frayent donc un chemin. Pour la deuxième année consécutive, se fraye un chemin vers ni plus ni moins que la finale NBA. Voilà. Tout simplement, même moi, je n'arrive pas à y croire en fait. Ça a semblé presque facile, ce chemin en play-off. Presque facile, donc à voir. À voir ce qui peut en retourner maintenant. Quel sera l'adversaire? La saison d'avant, les Raptors comme ça avaient été battus en finale NBA, tout simplement. Du coup, au moment où on constate que Adebayo, il est pas là, et puis en plus, il est blessé, donc ceci explique peut-être cela, au niveau du sweep du 8, le sweep du 8 par les Raptors. Allez, voyons voir un petit peu ce qui se passe à l'ouest, désormais. Ça pourrait aller très très loin, Donc San Antonio a pris comme ça un match 4 crucial. Ils sont allés partager à New Orleans et ils en ont pris 2 à la maison. Et derrière, encore une fois, on va pas se gêner, on va simcaster. L'avantage aussi, c'est que je fausse très peu ces playoffs de par des matchs joués. Je laisse, entre guillemets, faire le jeu un petit peu plus que ce que je peux faire d'habitude. On a toujours la possibilité de taper comme ça les balles. Voilà. Derrière, on a quelqu'un qui peut aller au cercle. Ici, c'est Jakob Poeltl. Peu en vue depuis le début de cet épisode. Mais je vous assure que c'est pas mal du tout en tant que backup désormais de Mo Bamba. On va avoir comme ça des séquences un petit peu laborieuses défensivement. Puis après aussi, voilà, offensivement, c'est pas facile. Regardez, on va être obligé d'aller appeler un petit système en fait. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est la cata. Mais on s'en fout, on a 5 points d'avance. Mais le truc, c'est que Keldon Johnson va planter ce qui s'apparente là maintenant au panier de la victoire. Il faut pas se mentir. C'est ce qui va se passer. Allez, on va regarder ça dans un instant. Voilà, hop, shoot désespéré. On conserve la balle avec Devin Vassell. Et c'est terminé. Les Spurs totalement
et à juste titre à mon avis, hein, sous-évalués par rapport au reste de la concurrence dans cette conférence Ouest, ont réussi finalement à se frayer parmi des équipes moyennes, on va dire, ou en tout cas pas idéalement préparées ou en capacité de nous nuire de manière très très intense, se retrouver donc champion de l'Est et avec une finale à jouer. Donc là, je suis assez neutre dans ma tête sur cette finale qui arrive, parce que les deux équipes, j'ai tout fait pour les rendre un peu meilleures, ou parfois bien meilleures, mais après le reste, voilà, ça va s'apparenter un petit peu à du hasard, hein. Ce genre d'issue, c'est rien d'autre que du hasard. Allez, Raptors, Spurs, c'est les finales NBA qui vont démarrer dans quelques secondes. Et donc on va se retrouver avec... Waouh, déjà, les Spurs qui vont récupérer l'avantage du terrain du côté de Toronto. 1-0 pour San Antonio. Et qu'est-ce qu'ils ont mangé? Il va falloir quand même vérifier qu'il n'y a pas eu des substances illicites. Et vous avez vu ici, retour à un partout de ces Raptors avant qu'une entrée dans un match ne s'impose quasiment à nous. 2 points d'écart, 24 secondes. Il y a, voilà, il va démarquer un joueur, c'est pas forcément évident, on va se faire, intercepter, ça aurait été fâcheux. On va réussir ici même à ce que Van Vliet prenne sa 6e faute. Alors là, on est sur un danger quand même moindre par rapport à quand il est en bonne santé. Allez, c'est parti mon grand. Tu es un de mes joueurs préférés, DeJounte Murray. Donc, tu rentres. Voilà qui commence. Il faudrait normalement mettre le prochain lancer pour être quasiment à l'abri, à part faute plus 3 points. Voilà, lancer est mis. On se dirige donc ici vers probablement une victoire encore. Regardez ce qui va se passer. Anunoby sous l'anneau. Ouais, il n'y a pas de solution. Ah là là, c'est terrible ça. Pas de solution pour ces Raptors qui doivent jeter un ballon. Ici, c'est Trent qui a balancé. Ouais, bon, voilà. La sentence semble irrévocable. C'est encore une fois les Spurs qui vont prendre un match qu'on n'imaginait pas nécessairement. Ils vont s'imposer ici. Donc, voilà. Richardson and Co. Qui, voilà, c'est pas le dernier shoot ici. Prévisible en plus la position sur l'aile comme ça pour le shooter en sortie de temps mort. Voilà, nous on conteste évidemment. Donc, légère blessure par contre de Devin Vassell sur ce match-là. On avait connu la légère blessure aussi pour DeJounte Murray un petit peu plus tôt dans ses playoffs. C'est pas ça qui va arrêter ces Spurs. On voit qu'ici ça a noyé un petit peu là. 3/16 et 6/20 pour les deux extérieurs des Raptors qui semblent avoir toutes les peines du monde à se dépatouiller de la défense de fer de Murray et des extérieurs adverses comme Primo, Lonnie Walker et Richardson, tous les 3 d'excellents défenseurs au poste 2 aussi. Donc le 3-1 ne nous surprend guère dans la foulée. Et donc, écoutez, je me suis dit, tant qu'à faire, essayer d'aller chercher cette victoire, puis sinon le reste, on simulera. Donc, seul match joué, on va dire, en intégralité dans ces playoffs, c'est ce match 5 que je vais essayer d'aller chercher avec les Spurs, parce que finalement, le jeu semble en avoir décidé ainsi. Ces Spurs-là sont, et c'est une très très grande surprise, peut-être supérieurs aux Raptors. Mais attention, le comeback est encore possible. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Allez, donc, Van Vliet face à Murray. Quelque part, c'est un petit peu à l'avantage ça de San Antonio, cette match-up. Pourquoi ? Parce que Van Vliet va être forcément en difficulté face à un tellement bon défenseur. Surtout que Trey Jones n'est pas mal lorsqu'il rentre. Et finalement,
tout peut se jouer sur l'adresse des extérieurs de San Antonio, si tant est que ces derniers en trouvent. Regardez, Vassell, quoique un petit peu blessé, trouve comme ça 2 points un petit peu longs. Derrière, il est sous pression, Van Vliet. Il est sous pression à l'image de ce shoot un petit peu forcé. Jakob Poeltl qui prend le rebond. Lonnie Walker qui explose en contre-attaque. On se demande encore pourquoi Anunoby ne l'a pas empêché. Allez, on a encore des possibilités comme ça en sortie d'écran pour des shoots externes. Ici, c'est Keldon Johnson qui s'éclate. Et on a nos séquences en pick and roll avec le passage parallèle. Voilà, ici. Et la mismatch jouée de manière quasi imparable sur Flynn. Et encore une fois, voilà, du shoot. Encore du shoot. Externe. Là, c'est Vassell qui se fait plaisir. Alors, c'est vrai que quand Keldon Johnson et Devin Vassell commencent à rentrer leur shoot externe, qu'on a Bamba qui continue à envoyer des cakes en veux-tu en voilà, on demande ce qui peut un petit peu se passer et qui empêcherait ces Spurs de s'imposer. Vous allez voir que en fait c'est possible. Il peut y avoir un scénario défavorable malgré tout, à l'image de cette action où Poeltl, après avoir raté ses 2 lancers francs, va contrer, mais attention parce que il contre 2 fois sur cette action monumentale. Jakob Poeltl. Alors, si même lui se met à faire du mot Bamba, que va-t-il rester à ces pauvres Raptors? Voilà, ici encore une action. Mais sauf que offensivement, pendant ce temps-là, ces Spurs pêchent. Ils n'arrivent pas à scorer. C'est le moment un peu difficile de cette séquence. Et on se retrouve avec du coup des paniers, certes, un peu laborieux côté Raptors, mais n'empêche qu'à 2 minutes du terme, ils sont à égalité. Donc, rien n'est fait. Ici, Griffin qui force. Il fallait pas forcer autant avec Adrian Griffin. Et Toronto est déjà passé devant. Ils sont 2 points devant avec une possession. Oh là là. Et ça rentre. Exceptionnel shoot d'Anunoby. Ils sont à +5, ces Toronto Raptors là. Donc là, écoutez, on sent le vent qui tourne dans cette finale. Les Spurs vont finalement laisser passer le titre NBA. Sauf que voilà, bam, Vassell sort de sa boîte. Ok. Dans la foulée, balle à Barnes. Barnes qui accapare un petit peu les possessions parfois. Mais s'il en fait de bonnes choses, on ne lui en voudra jamais. En l'occurrence ici, ça tricote, mais il se passe pas grand-chose à part le tir externe pour Siakam qui n'a pas scoré et Vassell qui s'extirpe. Égalisation des Spurs à ce moment-là. Scénario totalement improbable. La dernière possession sera quand même pour les Raptors. Et c'est Barnes qui va prendre le shoot final. Il va se prendre pour LeBron James en fait. Léger petit dribble sur le côté. Ou parfois en petit côté en arrière. Et on déclenche avec la main du défenseur en face. Ouais, mais ça n'a pas marché. Et on se retrouve donc avec une prolongation. Alors c'est un petit échec cette prolongation. Si on regarde le fait que les Spurs avaient dominé la majeure partie du match. D'un autre côté, c'est une véritable réussite si on s'aperçoit qu'il y avait -5 à 1 minute de la fin. Donc finalement, allez, tout va se jouer ici. On a la balle pour les Spurs. Après quelques petits échecs de part et d'autre, qui est-ce qu'on va convoquer pour un shoot? Devin Vassell, encore une fois. Superposition à 45 degrés. Et ça rentre. Les Spurs passent devant. Encore une action bien défendue par Keldon Johnson. Les défenseurs sont vraiment, vraiment impitoyables. Ils ne laissent pas grand-chose à leurs opposants directs. Voilà, à l'image encore une fois de même cette action où il est contré, notre ami Van Vliet, il est contré. Balle à Johnson. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à votre avis? Donner la balle à Murray et demander à Johnson d'aller
sortir d'un écran. Siakam est aux fraises. Voilà, là, 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 c'est le shoot du titre. C'est le shoot du titre, ce shoot de Keldon Johnson. Somptueux Johnson. Vassell, hyper solide. Murray, toujours là. Ben, la messe semble dite, regardez. Splank. Vassell qui scotche. Derrière, ça va terminer en fall game. Et puis, on va se retrouver à dribble on the clock. Voilà, terminé. C'est terminé. Les playoffs sont terminés. Ils ont vu le succès d'une équipe que jamais je n'aurais soupçonné. Enfin, je pensais même pas que ces Spurs, là, passeraient le premier tour face aux Warriors. Et les Warriors, il y avait tout le monde. Hein. Il y avait Clay, il y avait Steph Curry, il y avait même les jeunes Kuminga, Wiseman, qui sont excessivement bons, en fait, assez rapidement. Peut-être que juste on pourrait mentionner le fait que Draymond Green était un petit peu vieillissant, parce que malheureusement il est atteint d'une obsolescence assez rapide dans les parties NBA 2K. Il faut limite le trafiquer si on veut que ça reste Draymond Green, le vrai, le seul et l'unique, j'allais dire. Bref, les champions s'appellent les Spurs, une équipe relativement jeune. Il y aurait moyen d'aller taper un petit délire avec plusieurs saisons d'affilée. Ce sera pas le cas. Je vous donne rendez-vous sur NBA 2K23 et dans les commentaires, je veux bien que vous exprimiez vos votes pour le duo d'équipes par lequel je vais commencer. On va essayer de ritualiser cette année et de mettre des vidéos à une cadence régulière avec un jour qui sera prédéfini pour ça. Et on va essayer de s'y tenir de mon côté en dépit des 1 milliard de choses que j'ai à faire et qui me tombent toujours dans les pattes. Voilà, en marge de tout cela, parce qu'il y a une vie en dehors du PC. Très bonne continuation à tous. Et allez, malgré tout, vive la NBA. Même si certaines choses de cette année ne m'ont guère plu. Et que la tendance générale va de plus en plus vers un sport dans lequel les franchises sont moins maîtresses de leur sujet que ne peuvent l'être les joueurs. Et ça ne me plaît pas des masses. Allez, à plus, bye bye.